Bonjour à tous, c'est un immense plaisir de pouvoir vous retrouver pour cette 7e édition des Victoires des leaders du capital humain et pour cette conférence sur le thème « Vers l'entreprise inclusive, les clés de la diversité ». Avant de commencer, je vous rappelle que vous disposez d'une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à nos intervenants et nous y reviendrons en fin de conférence. On va essayer de donner une dizaine de minutes aux questions-réponses. On est donc sur le thème de l'entreprise inclusive et des clés de la diversité. Ces thématiques de diversité et d'inclusion qui animent aujourd'hui les débats sociétaux et politiques gagnent progressivement la sphère de l'entreprise. Le mouvement MeToo a rappelé l'importance et la part des inégalités salariales entre femmes et hommes. Le mouvement Black Lives Matter a rappelé également le problème des inégalités, des discriminations, y compris dans le monde de l'entreprise. Et c'est vrai que les entreprises aujourd'hui se saisissent de ces enjeux, d'abord parce que les évolutions légales l'imposent. On a notamment eu la création en France de l'index égalité hommes-femmes, mais plus largement parce que des entreprises pionnières mettent ces préoccupations au premier plan par la création de directions dédiées à ces thématiques de la diversité et de l'inclusion. En effet, ce qui peut être vu dans un premier temps comme une contrainte est aujourd'hui un véritable levier de performance et d'efficacité pour les entreprises. Et c'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Petrovic, directrice diversité et inclusion de Siemens France, Samir Nassiri Khalil, qui est directeur commercial conseil et externalisation du cabinet Layton, Kamel Amara, DGA Capital Humain chez Fayat Energy Service. Et en duplex avec nous également, Alvin Trémoulet, qui est Lead Global Diversity and Inclusion chez Pfizer. Peut-être, je vais commencer par vous, Catherine. Vous laissez-vous présenter, nous parler un petit peu de vous. Alors donc, comme vous le disiez, je suis donc directrice d'inclusion et diversité chez Siemens. Alors, la diversité et l'inclusion chez Siemens, c'est un petit peu l'ADN de notre groupe. C'est vraiment un état d'esprit. Nous sommes un groupe de dimension mondiale, plus de 200 pays représentés, 293 000 collaborateurs. En France, nous sommes plus de 6 000 collaborateurs sur 60 sites différents, dans des domaines d'activité très variés, la digitalisation, l'automatisation, l'infrastructure des bâtiments et également la distribution d'énergie. Et toutes ces énergies différentes, ces diversités sont autant de formations, d'expériences, autant d'opportunités pour nous de travailler sur des projets collaboratifs autour de l'inclusion. Alors Siemens doit être une entreprise humaine, attentive, et le projet de l'inclusion et de la diversité chez Siemens, c'est justement de travailler sur ces enjeux et de développer une politique au travers d'axes majeurs comme l'égalité professionnelle, l'égalité des chances, l'inclusion avec le handicap et enfin la qualité de vie au travail. Merci Catherine. Également avec nous donc Samir Nassir Khalil, qui est directeur commercial et conseil et externalisation chez Layton. Bonjour Samir. Bonjour Thomas, moi je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et de participer à cet atelier. Layton, on est partenaire des VLCH, on en est très fiers depuis de nombreuses années, mais aussi on est partenaire des RH depuis près de 23 ans maintenant. Beaucoup de monde nous connaît, on a un cabinet de conseil opérationnel, beaucoup nous connaissent à travers nos solutions d'optimisation financière. Mais on est tellement opérationnel que depuis de nombreuses années, on a décidé effectivement d'offrir la possibilité d'externaliser certains business process pour permettre aux équipes RH de se concentrer sur des sujets aussi passionnants que la diversité et l'inclusion. Donc voilà, donc je suis ravi d'être avec vous, je suis ravi d'être avec mes co-speakers et j'espère que ce sera intéressant et instructif pour tout le monde. J'en doute pas, le plaisir est partagé. Également avec nous Kamel Amara, qui est DGA Capital Humain chez Fayat Energy Service. Bonjour Kamel. Bonjour. En effet, donc je suis en charge de la direction du capital humain au sein du groupe Fayat, qui est un groupe familial, un groupe indépendant qui évolue dans le secteur du BTP. Je représente la division Fayat Energy Service qui évolue dans les métiers du génie électrique et de l'informatique, du numérique. Je suis là aujourd'hui, c'est la première fois pour moi. J'étais intéressé pour partager avec vous les expériences, nos expériences, vous dire là où nous en sommes aujourd'hui. On est loin probablement de certains d'entre vous, mais
voilà, vous dire l'état de réflexion dans lequel on est et puis recueillir les bonnes pratiques et les bonnes expériences des uns et des autres. Super, merci Kamel. Et pour finir, donc en duplex avec nous, Alvin Trémoulet, qui est à la direction Monde de la direction Diversité et Inclusion pour le groupe Pfizer. Bonjour Alvin. Bonjour et merci beaucoup parce que vous avez fait preuve d'inclusion en me permettant de participer en vidéoconférence, donc merci beaucoup. Donc je suis Alvin Trémoulet, Global Lead Diversité et Inclusion au niveau monde chez Pfizer. Pfizer, je ne vais pas représenter Pfizer parce que je pense que aujourd'hui le monde entier connaît ce nom. Pfizer, ce n'est pas que les vaccins, bien évidemment, c'est d'autres aires thérapeutiques, c'est les maladies rares, c'est l'oncologie, c'est la médecine interne, entre autres. Et c'est une industrie qui se veut vraiment au service du patient, donc orientée vers le bien-être patient, donc l'industrie pharmaceutique. Donc vraiment heureuse d'être parmi vous et de pouvoir partager certains de pratiques. Et puis, parce que je pense que c'est aussi ça l'idée, hein, être là et partager les bonnes pratiques. Donc merci de m'avoir. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alvin, je vais vous laisser la parole encore, puisque effectivement, pour amorcer ce sujet et déjà poser les bases, quand on parle de diversité, quand on parle d'inclusion, de quoi on parle, vous qui en traitez au quotidien? Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un petit peu plus là-dessus? Je pense que c'est bon et même primordial de définir ces concepts qui sont des fois un peu complexe. Donc, il y a déjà le terme de diversité qui est l'ensemble des différences visibles et invisibles. Donc, différences visibles, on va avoir le sexe, on va avoir l'âge, on va avoir le handicap, qui peut aussi être invisible d'ailleurs. On va avoir l'origine ethnique en termes de diversité visible. Et puis, on a la diversité qui est invisible. Ça va être notre style de communication, ça va être nos expériences personnelles et professionnelles qui ne sont pas visibles. Ça va être notre éducation, ça va être notre origine socio-culturelle. Je pense que c'est important déjà de définir ces deux concepts de diversité et inclusion. Et donc là, l'inclusion revient quant à elle à valoriser ces différences visibles et invisibles. Lorsqu'on a ces différences-là en tant que manager, en tant que leader dans une entreprise, comment est-ce que je valorise ces diversités? Et c'est là où l'inclusion rentre en jeu et c'est là où, à un moment donné, on va même parler de leadership inclusif. Donc, l'idée, c'est vraiment permettre à chaque individu, chaque talent dans une entreprise, d'être valorisé et d'éviter à ces talents de se sentir exclus ou de se sentir infériorisé à un moment donné. Donc, au sein de l'entreprise, je dirais que la diversité, c'est avoir une place. Et l'inclusion, c'est avoir une voix. Parce qu'on peut avoir toutes ces diversités au sein d'une table, mais ne pas leur permettre de s'exprimer. Et c'est là où l'inclusion rentre en jeu. Donc, la diversité, c'est la quantité. Et l'inclusion, pour moi, c'est la qualité. Lorsqu'on a bien évidemment, on définit la diversité, on définit l'inclusion, et puis on parle de la valeur ajoutée de ces concepts-là. Quel est l'impact dans une entreprise? Il y a le magazine The Economist qui a fait dans son édition du 12 novembre dernier, bien évidemment, je vais revenir sur Pfizer, qui dit « Une petite entreprise allemande fondée par une première génération d'immigrants turcs a travaillé avec succès avec une multinationale américaine, avec à la tête un CEO américain d'origine grecque. » Et je trouve que cette phrase symbolise à elle-même la valeur ajoutée pour la performance d'une entreprise et donc aux leaders, managers et même collaborateurs d'aujourd'hui d'en prendre conscience et de ne pas voir simplement, bien évidemment les enjeux sociétaux sont importants, mais de voir véritablement la valeur pour la bonne performance d'une entreprise. Absolument, c'est effectivement le cœur de nos échanges aujourd'hui. Cette diversité, cette inclusion, elle est évidemment importante au niveau de la société, mais en entreprise. Et qu'est-ce qu'elle peut apporter en entreprise? Et c'est vraiment ça dont on veut aujourd'hui discuter. Samir, lors de notre préparation, on avait eu un premier constat ensemble et vous m'aviez fait prendre conscience d'un premier élément, c'est que la diversité, l'inclusion aujourd'hui, ça devient aussi une exigence du marché. Oui, absolument. Je remercie Alvin d'avoir fait cette
cette distinction entre diversité et inclusion, parce que souvent on a tendance à un petit peu mélanger toutes les terminologies. La diversité, c'est le point de départ, l'inclusion, c'est le point final, quoi, ou l'étape, on va dire, nécessaire. Oui, effectivement, aujourd'hui, il y a une exigence du marché dans les cahiers des charges, dans les appels d'offres qu'on peut recevoir, nous, en tant que cabinet de conseil, notamment sur des missions de service. On a de plus en plus la dimension RSE au sens général, et intrinsèquement à cette dimension, on a une dimension diversité qui est de plus en plus importante. Et aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup d'entreprises qui vont valoriser spécifiquement la diversité et l'inclusion comme un critère de choix pour un prestataire. Ce n'est pas une lame de fond, mais c'est quelque chose qui commence à émerger. Et effectivement, je vous ai fait part d'un appel d'offres qu'on a perdu. Je dirais qu'on l'a perdu, je l'ai perdu de manière un peu plus joigneuse que les autres, puisque ce qu'on nous a rétorqué, c'est qu'effectivement, on était moins compétitif du point de vue de la diversité que la proposition de valeur d'un de nos concurrents, qui notamment intégrait une entreprise adaptée dans la manière dont elle distribuait et dont elle allait organiser ce service. Donc pour nous, c'est une vraie prise de conscience. C'est intéressant aussi qu'on puisse finalement prendre cette dimension sociologique de la diversité et la ramener vers la notion de performance. C'est un peu l'objectif. Absolument. Voilà, c'est-à-dire qu'on est tous des décideurs rationnels. En face de nous, on a, et dans notre auditoire aussi, des décideurs rationnels. Et c'est un peu effectivement le sujet. Mais aujourd'hui, sur beaucoup de business models, les offres se valent, les prix sont quasiment identiques, la proposition de valeur est quasiment la même, l'expérience est souvent aussi la même. Et finalement, la différenciation, ça va être de plus en plus ces paramètres vertueux, comme l'empreinte écologique, comme la notion de diversité, vont devenir de plus en plus importantes dans la prise de décision. J'ai envie de dire tant mieux, c'est un très bon signal. Ça fait effectivement plaisir de voir à la fois que les entreprises s'en soucient, mais peut-être aussi quand vous dites que des concurrents à vous étaient plus en avance, de voir qu'il y a aussi des entreprises qui sont déjà saisies du sujet. Complètement, elles se sont complètement saisies du sujet. Et encore une fois, dans la rédaction, dans les cahiers des charges qu'on reçoit, on nous demande quel est l'effort du cabinet Layton au regard de ces thématiques-là. Il y a une autre dimension aussi qui est importante, il y a la dimension client-marché, puis il y a la dimension candidat aussi. Parce qu'aujourd'hui, je pense que des candidats, et c'est des études qui l'ont démontré par différents canaux, mais un candidat pour un poste équivalent et pour un salaire équivalent va rechercher aujourd'hui l'entreprise qui est la plus vertueuse du point de vue de son RSE et notamment de la diversité. Donc c'est quand même un point assez crucial. C'est un point crucial effectivement dans ce sens-là, et on connaît effectivement l'importance qu'accordent les candidats maintenant à l'image de l'entreprise. Ça marche, et on en a discuté aussi dans l'autre sens pour l'aspect recrutement, nous en tant qu'entreprise, sur cette diversité. Justement, c'est toujours vous, Samir, qui disiez un manager recrute quelqu'un qui lui est semblable. Ouais, et de ce point de vue-là, et via ce levier, justement, la diversité va apporter de la diversité dans les compétences et avoir une tendance vertueuse pour l'entreprise. Ouais, j'y reviendrai un peu plus tard, mais en effet, c'est ce qu'on appelle le biais de similarité. C'est quelque chose de complètement humain, en fait. C'est-à-dire que c'est la psychologie, tu dis ça depuis des années, c'est ce qu'on appelle aussi la PNL. C'est-à-dire qu'en fait, on fait confiance à quelqu'un qui nous ressemble. Donc, très souvent, le manager va recruter à son image. Donc, on va se retrouver, et c'est ça qui est un petit peu stérile dans le processus de création, d'innovation et même de prise de décision, on va se retrouver finalement dans une salle de réunion avec des gens qui ont les mêmes origines, les mêmes expériences, qui viennent des mêmes écoles, qui viennent des mêmes quartiers. Et effectivement, Alvin parlait tout à l'heure de diversité invisible, mais les origines sociales, si je viens de la campagne versus dans un monde urbain, c'est aussi une forme il peut y avoir aussi une forme de discrimination, et donc une diversité exercée de ce point de vue-là. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, effectivement, il faut former les managers. Voilà. Travailler sur cet aspect-là, effectivement. Kamel, justement, vous, sur cet aspect recrutement, c'est un des axes de travail majeurs que vous avez adopté au sein de Fayat Énergie. Oui, tout à fait. Comme le dit Samir, on tombe vite dans l'écueil lors du recrutement à recruter ceux qui nous ressemblent. Ça nous rassure, c'est des réflexes qu'on retrouve. Et de ce fait, finalement, on se limite et on se met quelques contraintes en termes de recrutement dans un marché du BTP qui est en tension. On a des réelles problématiques de recrutement, des difficultés à recruter. Et notre volonté a été de pouvoir élargir
notre champ d'action sur le recrutement et diversifier nos recrutements. Et pour ce faire, on a un ensemble d'actions qui permettent justement d'aller chercher un peu plus loin des profils qu'on n'aurait peut-être pas spontanément recrutés. On monte aussi quelques projets avec les collectivités, avec le territoire, le Pôle emploi, pour pouvoir justement accueillir et former des nouveaux collaborateurs après être passés par une première expérience professionnelle. Donc on retrouve des candidats qui sont très motivés pour nous rejoindre et apprendre un nouveau métier. Ils apportent aussi cette diversité, cette expérience qu'ils ont eue dans un parcours précédent. Donc on a monté quelques projets dans ce cadre-là et je dois dire que ça a été une réelle réussite. Donc, levier de performance pour le recrutement, la diversité également comme levier de performance. Dans l'opérationnel et dans les métiers, ça c'est avec vous Catherine qu'on en avait un petit peu plus discuté, puisque vous aviez, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de risque de dire des bêtises, donc je vais vous laisser faire, mais vous aviez mené ce qu'on va appeler peut-être une expérimentation sur un de vos services que vous avez appelé le CEH, je vais vous laisser aussi… Le Centre Être et Handicap. Voilà. Qui avait connu des résultats très positifs et on va dire surprenants. Oui, alors on peut le mettre au présent, hein. C'est un centre qui existe toujours. Alors oui, effectivement, le Centre Être Handicap, c'est un des dispositifs phares de notre politique d'inclusion en France. Alors une politique d'inclusion qui a été quand même structurée depuis pas mal d'années, hein. On a commencé en 2006 avec notre premier accord, la structuration aussi de la mission handicap autour de ce premier accord, d'un réseau de référents aussi handicap qui maille, je parlais tout à l'heure des 60 sites que nous avons en France, donc qui maille ces 60 sites de façon à être au plus près des collaborateurs en situation de handicap, aussi pour aussi éveiller un petit peu les consciences et puis parler de sensibilisation plus proche de nos collaborateurs. Donc ce centre Être et Handicap existe depuis maintenant 11 ans, hein, donc c'est quand même une belle performance. Et donc nous en sommes, nous, à notre 5e accord, nous sommes à 5% de taux d'obligation d'emploi. Et au travers de ces accords, donc on travaille sur la politique de recrutement, de maintien dans l'emploi, de sensibilisation, on fait des efforts spécifiques aussi pour les achats au travers du secteur protégé adapté. Et puis ces dispositifs d'inclusion très spécifiques, alors on en a deux. On en a un à Haguenau où on accueille un ESAT dans notre institut industriel de Haguenau, donc, qui est vraiment intégré dans l'usine. Et puis il y a le Centre Être et Handicap qui est un centre de gestion administrative qui se trouve au siège social, donc qui est complètement intégré dans les équipes du siège et qui travaille sur des activités administratives variées, donc entre le standard du siège social par exemple, et puis des activités de traitement de commandes, de gestion de voyages, de facturation, etc. Et donc ce centre et handicap, c'est vraiment un facteur d'inclusion, un activateur de progrès dans l'entreprise parce que en matière d'inclusion, c'est vraiment de la sensibilisation au quotidien. Ces travailleurs, ils sont avec nous toute la journée, ils travaillent sur des outils Siemens, ils travaillent avec les équipes de Siemens, ils échangent avec des collaborateurs, avec nos managers. C'est une sorte de prestation que l'on délivre dans les divisions en interne à l'entreprise. Et auparavant, quand j'ai commencé à travailler avec le centre, j'allais chercher les activités dans les divisions. Maintenant, elles arrivent toutes seules. Donc le bouche à oreille a très bien fonctionné et je vois que l'inclusion fonctionne bien. Ce sont des collaborateurs comme les autres, hein. Du moment qu'on arrive, nous, à compenser le handicap en interne en ayant des actions de compensation du handicap autour des traitements, autour de la façon dont on va organiser nos traitements, tout se passe très très bien. Et puis aussi, c'est un activateur de progrès pour tous ces collaborateurs qui sont chez nous en apprentissage pendant maximum 2 ans, on va dire à peu près, et qui vont tout au long de leur parcours apprendre à travailler dans l'entreprise, à valoriser leurs compétences, et puis pour ensuite aller trouver un travail sur le marché de l'emploi et valoriser leurs compétences. Alors nous, on a même mis en place maintenant des VAE, des valorisations des acquis d'expérience, pour leur permettre, pour certains d'entre eux qui n'avaient pas du tout de diplôme, voilà, de travailler sur un diplôme et d'avoir une activité qui soit, je dirais, plus efficace pour trouver un emploi ensuite. Donc dans l'entreprise, c'est vraiment pour nous un dispositif phare qui est vraiment
très intéressants en matière de sensibilisation, d'inclusion et même de performance, puisque autour de ce handicap, on va travailler sur les process. Comme je vous parlais tout à l'heure de compensation de handicap, on doit diviser, processer tout ce qu'on nous confie comme procédure. Donc on va la séquencer pour que les collaborateurs... Alors je ne sais peut-être pas si je l'ai dit, mais c'est du handicap psychique, un handicap très difficile à adresser en entreprise. Donc ces collaborateurs ont besoin d'un cadrage très spécifique. Donc on va séquencer l'activité, on va la diviser et on s'aperçoit souvent avec les managers avec lesquels on travaille que ce séquençage permet de réorganiser finalement le flux, le workflow qui est déjà organisé auparavant pour l'améliorer et le rendre plus efficient. Donc voilà, c'est aussi un facteur de progrès dans l'entreprise. Voilà, on a, avec vos témoignages, un nombre très important d'éléments qui nous permettent de comprendre que cette diversité et son inclusion dans l'entreprise sont des réels leviers de performance. Maintenant, vous avez tous des politiques qui sont plus ou moins matures. Vous avez le recul de ce que vous avez mis en place. Justement, aujourd'hui, on va essayer de discuter aussi de comment est-ce qu'on met en place une politique de diversité et d'inclusion et comment on la réussit. Alvin, je vais vous laisser commencer avec une phrase que vous avez eue qui me paraissait déjà particulièrement pertinente, c'est avoir le courage d'en parler. Et c'était pour moi extrêmement révélateur de aujourd'hui ce qu'il faut faire. On n'a plus de... Alvin, je vais vous interrompre 2 minutes, je crois qu'on... Oui, j'étais en mute. Voilà. Vous m'entendez? Oui. Et je vais recommencer. Merci, Alvin. Je pense que cette phrase, on l'a beaucoup entendue depuis 2020. Je pense que ce qui est important de rappeler sur cette question, c'est aussi la culture d'entreprise. Les entreprises, les pays, moi qui suis à l'international et je m'en rends bien compte tous les jours, ne sont pas au même niveau de maturité et d'application de ces sujets-là. Et donc la culture d'entreprise est très importante. Et d'ailleurs, il y a un célèbre économiste qui a dit que la culture mangeait la stratégie au petit déjeuner. Donc, la culture d'entreprise est clé. Et au sein de Pfizer, on a 4 valeurs fondatrices. On a le courage, on a l'excellence, on a la joie et on a l'équité. Et en parlant de courage, lorsqu'on parle de diversité et d'inclusion, on parle de diversité visible et invisible, clairement, il y a des sujets qui sont plus faciles à aborder que d'autres. Le sujet du handicap va être facile à aborder, le sujet de la parité homme-femme va être facile à aborder. Il y a des sujets comme l'orientation sexuelle, selon les pays, selon les cultures, qui vont être difficiles. Le sujet de la diversité ethnique ou même le sujet de la race, selon les pays, même si le sujet est traité différemment selon qu'on soit en Inde où on va parler de classe sociale ou selon qu'on soit en France, parce que la culture n'est pas la même et l'histoire n'est pas la même. Donc, le courage d'en parler, ça, c'est une chose. Au sein de Pfizer, par exemple, au niveau monde, on a initié ce qu'on a appelé la Global Conversation on Race, donc une conversation globale sur le sujet de la race. Bien évidemment, on ne l'aborde pas aux États-Unis de la même façon qu'on va aborder en Europe. Comme en Europe, en Angleterre, on ne va pas l'aborder de la même façon dont on va l'aborder en France. Et je pense que le courage managérial en interne de se dire on va oser parler de ce sujet tellement sensible, certes complexe, mais avoir le courage d'écouter ses talents, ses collaborateurs et collaboratrices qui sont d'origines différentes, d'origines ethniques différentes, et qui peuvent tellement nous apprendre sur ce sujet-là. Un autre sujet pour assurer la réussite pour moi, c'est aussi l'alignement avec la stratégie de l'entreprise. Parler le langage du business, clairement. Dans tout ce qu'on fait, c'est important d'avoir un plan opérationnel stratégique. C'est-à-dire que, du coup, on va pouvoir avoir des KPI, on va pouvoir mesurer. Et c'est aussi ça, ce qu'on appelle généralement le business case de la diversité et de l'inclusion de l'entreprise. Et pourquoi, comment, quelle va être la valeur ajoutée, comment le sujet D&I permet à mon entreprise de mieux performer. Donc, la réussite, c'est aussi passe, et je pense qu'un de mes camarades sur le plateau l'a souligné, la sensibilisation, l'éducation. Alors, je pense que c'est bon de nuancer l'éducation et la formation, parce que je pense que
et ça c'est quelque chose que j'ai appris c'est lorsqu'on éduque, en éduquant, on change l'état d'esprit. Et en formant, on change les compétences. On permet aux personnes d'acquérir certaines compétences. Et, et je pense que la réussite aussi passe par, en amont, vraiment se demander qu'est-ce qu'on attend d'une formation. Est-ce que ça va passer par un recrutement? Est-ce que ça va être visible au niveau des KPIs des recrutements en rapport avec la diversité? Et je pense qu'en amont, c'est important de se poser ces questions. Donc, les conversations devraient vraiment tourner autour de la valeur ajoutée, comme je l'ai déjà dit. Et le monde aujourd'hui, il est global. C'est les questions démographiques, c'est la compétition. C'est certes, l'impératif moral et sociétal est important, mais encore une fois, nous sommes dans des entreprises, pour la plupart. Et parmi les personnes qui participent aujourd'hui et qui nous écoutent, on a des enjeux business et vraiment se poser ces questions. Oui, il y a l'impératif moral, oui, il y a l'impératif sociétal, mais nous sommes dans des entreprises et nous devons répondre à certains enjeux. Donc aussi se poser cette question-là pour véritablement réussir la politique inclusion. Oui, beaucoup d'entre nous sont passionnés par le sujet, nous avons des valeurs autour de l'équité, mais se poser cette question vraiment, oui, il y a ça, mais en entreprise, qu'est-ce que ça veut dire pour le business? C'est ça. Peut-être avoir finalement le courage d'être pragmatique aussi et de se dire que ces sujets sont importants d'un point de vue moral, mais qu'effectivement, il faut les ancrer dans la stratégie de l'entreprise. Samir, vous nous en parliez également de cette importance d'ancrer la politique dans la stratégie de l'entreprise. Ouais, complètement. En fait, il faut se poser une question simple, c'est pourquoi des entreprises aussi profitables, aussi bien organisées, structurées que Pfizer et Siemens ont créé des postes de directrice de la diversité et de l'inclusion. À mon avis, ce n'est pas pour amuser la galerie, c'est qu'il y a un vrai intérêt business et stratégique. Donc la question effectivement que vous me posez, c'est la question de pourquoi faire la diversité, pourquoi faire de l'inclusion. Il y a effectivement, Alvin le soulignait, il y a une injonction sociétale à être plus diverse, à avoir des organisations plus diverses, qui par ailleurs portent beaucoup sur les entreprises d'ailleurs, plus que dans d'autres sphères de la société française. Absolument. L'entreprise a là une responsabilité encore plus forte sur cette question-là. Donc en fait la question c'est pourquoi, c'est derrière la bien-pensance, derrière les bons sentiments, la question c'est quel est l'enjeu pour l'entreprise. Moi je pense qu'il y a un enjeu qui est très très fort, je le disais tout à l'heure en préambule, c'est qu'en fait vous reconsidérer le système pensé d'une équipe quand elle est diverse, quand c'est bien organisé, qu'effectivement ça inclut. Finalement, c'est une équipe qui a une manière de voir le monde qui est différente. Et donc, en fait, l'entreprise aujourd'hui, c'est quoi son enjeu? C'est de régler des problématiques internes, externes. Et je pense que pour régler ces problématiques, la diversité, c'est pas moi qui le dis, c'est Harvard, c'est Stanford, c'est toutes les grandes universités françaises et mondiales. Toutes les études convergent vers le fait que les organisations qui sont diverses, qui sont inclusives, sont des organisations qui sont plus performantes. C'est un fait. L'exemple de Pfizer et du vaccin qu'a souligné Alvin en est effectivement une démonstration. Donc, véritablement, la question se pose, c'est véritablement comment je peux faire en sorte que j'ai effectivement un système de pensée qui soit différent, une manière de voir le monde qui soit différente, et donc une réponse à des problématiques différentes. C'est aussi un formidable effectivement moteur pour l'innovation. Aujourd'hui, les entreprises qui sont très innovantes, elles sont aussi très diverses. Ça paraît effectivement bête de le dire, ça paraît être coulé sous le sens, mais ça ne l'est pas tout le temps, puisque aujourd'hui, globalement, dans certaines sociétés, on n'a pas forcément cette représentativité de ces différentes obédiences. Encore une fois, je ne pense pas qu'au même canal, je pense qu'on a aujourd'hui la diversité, comme l'a défini tout à l'heure Alvin, c'est plein d'éléments qui, effectivement, cumulés, effectivement, apportent de la performance à l'entreprise. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, vous ne faites pas avancer des sujets comme ça avec des bons sentiments. Vous le faites avancer parce que à la fin du chemin, bottom line, vous avez un ROI que vous pouvez justifier. On y reviendra avec Catherine justement tout à l'heure sur cet aspect ROI. Je vais me tourner vers vous, Kamel. Une fois qu'on a défini justement cette stratégie et qu'on a ancré notre politique de diversité et d'inclusion dans la stratégie de l'entreprise, on a des moyens qu'on peut développer en interne. C'est le cas de Pfizer. Catherine nous en a présenté certains aussi. Vous insistiez d'ailleurs en introduction sur
ces organismes qui peuvent aussi aider les entreprises dans la mise en place de politiques de diversité et d'inclusion. Et je souhaitais vous faire revenir sur cet aspect-là. Oui, en effet, il y a quand même pas mal de partenaires qui sont à nos côtés pour avancer sur ces questions. Alors quelquefois c'est complexe, c'est vrai, mais pour ça on s'est doté aussi de compétences pour nous accompagner sur ces sujets. Donc on a mené, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelques projets qui ont abouti et qui ont été des réussites. Pour parler de la politique, alors avant ça, c'est vrai qu'un certain nombre de choses se présentaient à nous, sur lesquelles il fallait être au rendez-vous. J'entends par là les aspects réglementaires. On a parlé tout à l'heure d'index hommes-femmes, les plans d'action, les accords sur l'égalité hommes-femmes, les différentes actions qu'on a pu mener. Mais on a eu la volonté, il y a maintenant 2 ans, de vouloir s'inscrire dans une politique qui s'inscrit dans le temps. Et pour ça, on a construit une politique RSE, construite autour de 4 axes, dont 2 qui nous concernent particulièrement au sein de la direction du capital humain, que sont le développement des ressources humaines et développer aussi notre présence sur les territoires. En partant de ça, on a défini un certain nombre d'actions qui nous ont permis de construire véritablement une stratégie structurante d'une manière générale sur les ressources humaines. Et c'est là que naturellement les sujets de diversité sont apparus, comme je le disais tout à l'heure, sur la partie recrutement, qui est un volet. Il a fallu aussi, et c'est toujours d'actualité, faire évoluer le management sur cette question-là, parce qu'il est quand même au centre de nos organisations. Il est très souvent décideur sur le recrutement, il est aussi décideur en termes d'évaluation. Donc on a construit les choses de sorte à pouvoir changer le regard et plutôt que d'évaluer de manière subjective un candidat ou un collaborateur, eh bien on a recentré sur les compétences et on a construit tout un référentiel de compétences autour de 3 blocs que sont les compétences autour des soft skills comportementaux et à la fois métiers. Et c'est vraiment le cœur de notre structure RH qui nous accompagne à la fois pour évaluer les candidats et à la fois pour évaluer les collaborateurs lorsqu'on fait les campagnes d'entretien. Voilà. À côté de ça, ça ne nous empêche pas de mener des actions tout au long de l'année. Sans doute que mes collègues ici le font d'eux-mêmes. On en a parlé quand on s'était vu. Alors il y a le JOD, il y a pas mal de choses qui se font tout au long de l'année où il me semble important d'être présent pour emmener avec nous le management sur ces sujets-là et communiquer autour et commencer à sensibiliser et à faire comprendre les différents sujets qui, quelquefois, peuvent être complexes. C'est très intéressant. Il y avait un autre point aussi que vous aviez mis en avant dans votre politique diversité et inclusion, c'était cette importance de rendre vos collaborateurs acteurs de ce parcours par un exemple qui m'a vraiment marqué sur les possibilités que vous accordiez de bénévolat. Oui, alors on a instauré ça avec l'équipe RH. Alors on est dans une organisation qui est décentralisée dans nos modes de fonctionnement. On a des responsables RH qui sont dans chacune des filiales et on a souhaité avec eux, on les a impliqués et ils nous ont suivis pour agir au plus près des territoires en accompagnant les publics éloignés de l'emploi pour faire du mécénat de compétences et leur apporter nos compétences en matière de RH et particulièrement sur la partie recrutement pour les aider à faire leur CV, à savoir mener un entretien. Donc ce n'est pas un gros investissement. On les a reçus une demi-journée. Alors après, on a continué à les suivre tout au long de leur parcours. Et encore aujourd'hui, on est en contact avec certains d'entre eux et on est content de voir que certains ont trouvé un emploi qui correspond à ce qu'ils recherchaient. Très bien, effectivement. Et c'est aussi un pas en avant et un pas encore plus loin sur ces thématiques-là. Catherine, vous aussi, lors de du déploiement de votre politique, vous avez mis l'accent sur un point important qui était sur la crédibilisation de cette politique et sur le sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, du ROI, pour montrer et pouvoir
montrer l'impact de cette politique de diversité et d'inclusion? Je pense que maintenant, il faut montrer un peu des résultats pour être crédible et pouvoir poursuivre nos politiques d'inclusion dans nos organisations actuelles. Donc, effectivement, le groupe chez nous a mis vraiment les actions de responsabilité sociale au centre de notre stratégie globale. Et donc, c'est important maintenant qu'on puisse vraiment se structurer. Donc, alors, on a plusieurs étapes. On a l'étape au niveau du groupe. Alors, on a créé, il y a très peu de temps, c'était en 2019, un département Global D&I qui nous réunit une fois par mois en plénière et puis tous les 15 jours sur des petits groupes de travail pour partager tout ce qu'on fait en matière d'inclusion et de responsabilité sociale et puis aussi de diversité. Donc, alors évidemment, chaque pays a des actions totalement différentes, Et puis au niveau du groupe, on a, je dirais, une stratégie qui est mise en route pour entre 2 à 4 ans. Tout dépend les sujets desquels on traite. Mais voilà, donc on a une espèce d'autoroute qui nous dit, voilà, vous devez aller dans tel sens. Et puis après, on a des stratégies par pays qui vont un petit peu différer en fonction de l'appétence des collaborateurs et aussi des sujets qu'on peut aborder. Il y a certains pays où on ne peut pas aborder les problématiques, par exemple, d'homophobie. C'est un petit peu plus compliqué. Et puis d'autres pour, évidemment, l'égalité femmes-hommes, c'était aussi extrêmement difficile. Donc voilà, on essaye de mixer les choses pour que tout le monde puisse apporter un petit peu des inputs et prouver qu'effectivement, ils font des choses. Donc ça, c'est au niveau global. Et au niveau de la France, bien évidemment, nous sommes aussi aidés par des index comme l'index Égalité Pro dont on a parlé. On a aussi l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés de 6% qui nous oblige aussi à travailler sur ces politiques d'inclusion au travers du handicap. Et puis en interne, on a développé des accords. Alors je parle aussi de QVT un petit peu puisque ça fait partie de mon périmètre, des accords sur la déconnexion, des accords sur le télétravail, un accord aussi sur l'égalité homme-femme qui va décliner différentes items autour du recrutement des femmes sur les métiers sensibles où il y a peu de femmes. Donc on a des incentives un petit peu sur ces sujets-là. On parlait de sexisme aussi, donc des protocoles, des actions que l'on mène en interne. Et puis voilà, nous avons en tout cas différentes actions qui sont très tracées dans l'entreprise et qui, dans ces différents accords, sont soumis à des indicateurs que nous devons effectivement relever chaque année pour montrer un petit peu où nous en sommes et puis où est-ce qu'on veut aller l'année prochaine et dans 2 ans, dans 3 ans, pour un petit peu évaluer je dirais le retour d'expérience sur toutes les actions que nous menons en France. Par ailleurs, on a aussi tout un tas d'enquêtes que l'on fait derrière nos actions, parce que c'est bien de faire des actions, mais si les gens ne sont pas intéressés ou s'ils ne sont pas reconnus au travers des actions, s'ils ne s'engagent pas derrière nous, ça ne sert à rien. Donc on a ces petites enquêtes qui nous permettent de relever l'appétence sur le sujet. Ce qu'on appelle le Net Promoter Score, c'est est-ce que vous recommanderiez cet atelier ou cette conférence ou cette sensibilisation à un autre collègue. Et puis on demande aussi qu'il nous propose des sujets si c'est nécessaire. Donc voilà, toutes ces actions vont permettre un petit peu de structurer notre action, de montrer là où on est et là où on veut aller, et puis derrière de donner aussi des indicateurs à nos collègues de la communication, à nos RH, à notre COMEX, à notre top management, parce que les managers aussi, ils ont besoin de montrer que toutes les actions que l'on mène sont importantes. Aussi, quand on parlait tout à l'heure de contrats, d'appels d'offres, etc., c'est important aussi que nos actions soient bien tracées, parce qu'on puisse donner des inputs à nos commerciaux pour montrer tout ce que l'on fait autour de ces actions. Et puis voilà, et tout ça, ça permet aussi de faire vivre avec les collaborateurs, avec les managers, toutes nos actions et les développer partout en France. Et un point supplémentaire dont on avait discuté avant la conférence et que vous n'avez pas évoqué, vous parlez de tous ces accords qui sont vus avec les partenaires sociaux et justement, vous insistiez sur l'importance d'impliquer ces partenaires sociaux dans ces démarches-là et le moteur qu'ils peuvent représenter dans la réussite de ces projets. Voilà, de toute façon, ils sont très très preneurs d'informations. À chaque fin d'année, on fait des bilans, des bilans sociaux, etc., des bilans sur nos actions. Ils sont très preneurs. Là, on parlait tout à l'heure d'une plateforme sur le bénévolat et le volontariat. On va monter une plateforme justement pour nos collaborateurs, pour les fédérer autour d'un outil unique qui leur permette de valoriser toutes leurs actions
de mécénat, de volontariat, de bénévolat sur nos associations. Et donc là, ils ont été vent debout, ils nous ont suivis. Voilà. Et donc, ils sont très heureux de tout ce qu'on fait. Voilà, c'est aussi, je dirais, on parle de maillage. Hein, je parlais du maillage de nos ambassadeurs, de nos sponsors, mais aussi nos IRP sont très importants aussi pour porter un petit peu nos sujets et pour les porter jusqu'au plus haut du management. Effectivement. Et c'est très intéressant. Et vous finissez sur l'importance de fédérer les collaborateurs. Justement, je voulais aussi évoquer, pour qu'on soit aussi assez transparent, on parle de politique, on parle de réussite de politique. C'est politique par moment, il y a des écueils, on peut avoir des difficultés rencontrées sur la route. Et ça me paraissait important d'évoquer avec vous tous justement ces difficultés qu'on peut rencontrer pour donner à notre audience peut-être des clés aussi pour déjouer ces pièges. Kamel, je vais vous laisser la parole en premier. Vous aviez évoqué avec nous la difficulté dans une entreprise qui est familiale mais qui aujourd'hui a quand même une taille conséquente de fédérer tous les collaborateurs et notamment de fédérer le middle management. Tout à fait. On est, comme je le disais tout à l'heure, dans une organisation où le manager il est vraiment au cœur de notre organisation. Et dans ce cadre-là, au moment du plan de transformation, Daniel Dumini, qui est notre président, a souhaité mettre en œuvre une école de formation. Et donc on a créé une école de formation, Faya Energy Service. Et alors il faut le comprendre comme étant un ensemble de dispositifs qui concourent au développement des compétences. Voilà, c'est ça. Et l'objectif de cette école est notamment de conduire le changement. Et c'est un changement de comportement qui s'inscrit, comme je disais tout à l'heure, dans le temps. On est conscient que les choses ne vont pas changer en 1 an, 2 ans, 3 ans. Voilà. On parle de génération. Et dans le cadre de cette école de formation, eh bien, on a, depuis maintenant 2 ans, construit des parcours de formation avec des partenaires, Neoma pour ne pas citer, sur les questions managériales destinées à nos chefs d'entreprise. Et puis avec d'autres partenaires sur plutôt de la cible de middle management. Dans le cadre de ces programmes, eh bien, on y a injecté des volets diversité. On n'a pas voulu faire un volet une formation diversité, si vous voulez. On a voulu l'inscrire vraiment dans la formation managériale, considérant que ça fait partie de la mission, de la fonction, et c'est manager autrement finalement. Et c'est pas à part, quoi. Voilà comment on a construit les choses et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ce qu'on a construit sur les compétences. On a un référentiel et c'est ce qui guide toute l'action qu'on mène dans une volonté de faire évoluer les comportements, les réflexes et d'une manière générale les compétences managériales. D'accord, très intéressant. Catherine, vous aussi, vous m'aviez dit un petit problème pour fédérer le middle management. Oui, alors maintenant avec la crise Covid, c'est de plus en plus difficile en fait pour nous de travailler sur nos sujets inclusifs parce qu'on ne rencontre plus les gens. Hein. Donc alors on les rencontre au travers des webinaires, mais voilà, le rôle maintenant du manager du middle management, même du top management, est très important parce que c'est eux qui vont rencontrer leurs équipes, qui vont leur parler, et donc ils sont beaucoup plus, maintenant on les active beaucoup plus pour nous aider sur nos sujets qu'auparavant. Alors bon, effectivement on leur ajoute encore un petit peu de travail, mais c'est pour la bonne cause. Et donc, on a déployé depuis quelque temps, au travers de nouvelles actions, de nouvelles façons de travailler au travers de la crise Covid, des formations spécifiques pour les managers inclusifs, comment manager à distance, etc. Et puis, en plus, on leur met à disposition maintenant des outils pour qu'ils déploient plus activement nos actions, nos sensibilisations, nos formations, et puis qu'ils puissent parler de tout ce qu'on fait et le relayer auprès de leurs équipes. L'importance du coup du digital, et surtout en ce moment où en fait, on n'a plus d'excuses, parce qu'on peut quand même s'appuyer sur certains outils. Voilà. Alvin, vous aviez aussi cette problématique et on en a discuté sur le fait de garder le contact. Le terme que vous utilisiez était maintenir la flamme, ce que je trouvais assez poétique. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Je pense que, comme disait Catherine tout à l'heure, l'inclusion dans le monde virtuel, clairement, c'est un challenge. Et c'est vraiment comment on accompagne
les leaders, les managers et puis les collaborateurs. Donc, quand je parlais de maintenir la flamme, au sein de Pfizer, on a une direction monde, diversité et inclusion, mais tous les pays n'ont pas des responsables diversité et inclusion. Alors, on compte énormément sur ce qu'on appelle en interne des Colleague Resource Groups, c'est un peu les référents D&I, que ce soit sur un site de production ou dans un pays. Dans presque tous les pays dans le monde ou dans les sites de production, on a des référents diversité et inclusion, et c'est important parce que la plupart tous le font sur la base du volontariat. C'est comment effectivement on arrive à non seulement reconnaître la valeur ajoutée de leur contribution, et tout en ayant en tête le fait qu'ils le font en plus de leur responsabilité quotidienne. Donc, et des fois, il y a aussi un sujet quand on parle de diversité et inclusion, il y a on dit la diversity fatigue. On peut être fatigué de ne parler que des sujets de diversité et inclusion à longueur de journée. Souvent, on a affaire aussi à des gens, on a affaire à des murs, on a affaire à de la résistance. Absolument. Et je pense que c'est à prendre en compte. Et également, quand on parle de diversité et inclusion, les difficultés, c'est aussi nuancer la diversité et inclusion. C'est-à-dire que quand on va parler du genre, au sein du genre, au sein des femmes et des hommes, il y a des différences. Il n'y a pas une femme, il y a des femmes avec des réalités différentes. Quand on va parler du handicap, il n'y a pas un handicap, il y a des handicaps. On va parler de l'âge, on va parler de l'intergénérationnel. Donc, ces sujets-là, savoir, même quand on parle d'un sujet de diversité, c'est au sein même d'un sujet de diversité, il y a des nuances à prendre en compte. Ça, c'est en termes de difficulté, donc c'est vraiment maintenir la flamme, et maintenir la flamme, c'est s'assurer qu'on fait venir en interne quand même des experts du sujet, parce que tous n'ont pas fait des formations sur le sujet, donc c'est bon de continuer de les former. Je parle de former, et quand je dis former, c'est vraiment leur permettre d'acquérir de nouvelles compétences en lien avec le sujet de la diversité et l'inclusion. Et quand je disais la nuance au sujet de la diversité et même de l'inclusion, parce que la façon dont on va être inclusif vis-à-vis de moi, femme, va être différente de la façon dont on va être femme avec des enfants, va être différente de la façon dont on va être inclusif avec une autre femme qui n'a pas d'enfant et qui a certes d'autres soucis ou qui s'occupe d'une personne malade. Donc, je pense que c'est bon de nuancer les sujets d'inclusion avec les talents qu'on a en interne. Et un sujet aussi qui m'est cher, c'est le sujet de l'intersectionnalité. C'est-à-dire que on parle de difficultés, c'est-à-dire qu'on ne pas ranger les gens forcément dans des cases. En fonction des situations de vie, il y a des identités qui vont ressurgir et pas d'autres. Et pas forcément l'identité à laquelle la personne que nous avons en face de nous pense. Donc, ouais, je pense que la nuance dans les sujets de diversité et inclusion, et puis maintenir la flamme avec les personnes, les référents diversité et inclusion est importante. C'était un point important sur lequel vous aviez insisté, effectivement, d'avoir des gens volontaires et acteurs de cette diversité pour pouvoir représenter des relais, et que la politique de l'entreprise s'ancre bien finalement dans l'entreprise. Et la transition est toute faite avec vous, Samir, puisque c'est un point dont on avait discuté et qui me paraissait capital. Je parle d'ancrage de la politique dans l'entreprise. Et effectivement, on a discuté ensemble du fait que c'était capital que une image que renvoie l'entreprise en développant une politique de diversité soit ancrée et que ça devienne une réalité dans l'entreprise. Ouais, absolument. Pour détourner une phrase célèbre, diversité sans inclusion n'est que ruine de l'âme, en fait. C'est-à-dire que vous allez avoir, effectivement, mais tout, je pense qu'effectivement, on l'a redit et dit à travers les différents échanges par les uns et les autres, mais effectivement, une entreprise qui finalement fait de la diversité simplement pour répondre à des standards, vous allez vous retrouver avec des gens qui sont finalement embauchés, qui sont censés représenter une certaine forme de diversité. Parfois, on peut se tromper d'ailleurs. Et en fait, rien n'est mis en place pour effectivement inclure ces personnes-là. Du coup, ça se transforme en quoi ? Ça se transforme en exclusion. Rétrospectivement, la personne pense avoir été recrutée parce qu'elle est diverse. Et ça, c'est juste pas possible, parce que vous allez effectivement
non seulement conclure à l'échec du recrutement, mais c'est toute la politique de diversité qui va être challengée par l'ensemble du groupe. Donc en fait, ce qu'on dit et ce qu'on se disait effectivement lors de nos réunions préparatoires, si vous faites de la diversité sans inclusion, ne faites pas de diversité. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt. Vous perdez du temps. D'ailleurs, effectivement, il y a une vraie souffrance physique, quasiment des gens qui sont embauchés, qui n'ont pas, dont la singularité n'est pas prise en cause, parce que l'objectif, c'est de prendre en compte la singularité. Et donc, effectivement, ça demande, vous parliez tout à l'heure, Alvin, de culture d'entreprise, et Catherine aussi, ça demande une vraie acculturation de l'entreprise. Et ça prend du temps. Ça passe par la formation des managers. Mais le bénéfice, il est quand même très important. Encore une fois, il ne faut pas se tromper. Si on est là à parler de ce sujet, s'il y a aujourd'hui de plus en plus de directeurs et de directrices de la diversité, c'est pour une bonne raison. C'est que d'abord, on l'a dit, ça améliore la performance globale de l'entreprise, ça c'est clair et net. C'est aussi rétrospectivement, quand vous arrivez, les initiatives qui sont mises en place dans le groupe Faya ou chez Siemens ou chez Pfizer, si ça réussit, si ça prend, c'est un formidable aussi message que vous envoyez à l'ensemble des autres collaborateurs qu'effectivement, cette politique, elle est sincère, elle est réelle. Et donc la marque employeur s'en trouve effectivement améliorée et vis-à-vis de l'extérieur, mais aussi d'un point de vue interne, c'est l'engagement aussi, je pense, de l'ensemble du groupe qui s'en trouve amélioré. Mais il faut le faire effectivement dans le bon sens. Je pense que, et à mon sens, la stratégie inhérente à ça, elle est fondamentale, parce qu'encore une fois, il y a des entreprises qui font de la diversité, mais qui n'ont pas de stratégie derrière. Justement, cette diversité qui est un levier d'engagement du collaborateur, mais qui, dans une volonté de cercle vertueux, peut, si c'est mal fait, créer un cercle destructeur finalement. Absolument. Avec les coûts d'échec d'intégration d'un collaborateur qu'on doit remplacer, des personnes qui ne se sentent pas bien. Je ne suis pas sûr qu'on arrive encore, mais presque sur des risques psychosociaux. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Et l'inverse, c'est vrai. Hein. Si vous arrivez à faire une politique de diversité très inclusive et qui fonctionne, c'est des bénéfices inverses que vous allez avoir. C'est des bénéfices assez forts, parce qu'effectivement, vous allez avoir aussi un effet d'entraînement. Clairement, les gens qui ont un background, qui effectivement intègrent des entreprises et qui sont diverses et qui ont un background différent, vont avoir une motivation, un engagement qui sera probablement beaucoup plus fort que le reste des collaborateurs. Un petit peu tout à l'heure. Ça, c'est un fait, c'est indéniable. Et donc, vous allez avoir cet effet d'entraînement et de locomotive pour l'ensemble du groupe. C'est ça. Alvin, je vous entendais rebondir sur ça. Alvin est toujours d'accord avec moi. Samir, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. On essaie un vrai engouement. Hein. Si je prends même mon exemple, hein, à chaque fois que je me suis sentie, dans toute ma différence en tant que femme noire, prise en compte dans ce que je pouvais apporter à l'entreprise, à Pfizer, j'avais toujours l'impression que je donnais 200% plus. Et c'est ça que je dis aussi à ceux qui recrutent, aux dirigeants. C'est faites confiance à ces personnes qui peuvent vous sembler différentes, certes, qui ne vous ressemblent pas, mais vous ne serez pas déçus. C'est-à-dire que la plupart du temps, elles s'investissent, mais vraiment beaucoup plus que la moyenne. Hein. C'est ça. C'est important et c'est, je crois, une belle conclusion à nos échanges et un petit peu le point vers lequel on avait tous convergé lors des rendez-vous préparatoires. La diversité et l'inclusion dans l'entreprise sont essentielles. Ils créent un cercle vertueux qui apporte à l'entreprise, mais il faut se donner les moyens de réussir cette politique au risque, comme on vient de le dire, d'avoir l'effet inverse que celui recherché. Et notre conclusion à tous, c'était qu'aujourd'hui, les entreprises, du coup, si elles veulent réussir ces politiques, il faut qu'elles se donnent les moyens en créant des directions dédiées et d'embaucher des personnes dédiées à ces métiers plutôt que d'avoir des gens dont c'est une partie du scope. Ça, c'était une conclusion qui était assez importante pour nous tous. Alvin. Je peux juste rajouter quelque chose oui, embaucher les personnes dédiées à la diversité, les former aussi, qu'elles comprennent bien que c'est un sujet stratégique de l'entreprise. Parce que souvent aussi, j'entends aussi certains de mes confrères et consoeurs être assez en silo sur ces questions-là, mais vraiment bien former ces personnes-là sur ce sujet, que c'est un sujet stratégique. C'est ça.
Formation également. Merci à tous pour votre participation. Je viens de recevoir par SMS quelques petites questions du public, quelques petites participations. Je vous propose de commencer par celle-ci. Comment étendre les politiques d'inclusion à l'extérieur de l'entreprise, entre parenthèses, sous-traitant, partie prenante? Est-ce que vous avez rencontré ces impératifs-là et comment justement vous les avez traités? Je vois Kamel qui réagit peut-être. Oui, parce que dans le cadre de notre démarche RSE, la question des parties prenantes est forcément un sujet important. Ce que je dirais, c'est que ce qu'on exige pour nous, on est en droit d'exiger auprès de ces parties prenantes, que ce soit des partenaires, des clients, des fournisseurs. Et quelquefois, on est surpris parce que la question ne vient pas spontanément. Sur les questions de manière générale, hein, j'entends au sens de la RSE. Donc, il ne faut pas hésiter à exiger de nos partenaires, comme on en parlait tout à l'heure au niveau des appels d'offres, ce sont des sujets qui méritent d'être évoqués, en tout cas d'être exigés, et qui permettent aussi de créer des atouts concurrentiels pour pouvoir choisir nos partenaires et ceux qui nous accompagnent dans nos différents projets. C'est ça. Catherine, je vous voyais également. Oui, mais je crois qu'au même titre que dans un appel d'offres pour nos entreprises, nous répondons à un certain nombre d'exigences sur des actions de responsabilité sociale. Il est évident que nous-mêmes, quand nous faisons appel à des prestataires extérieurs, nous avons aussi des demandes particulières. Alors, c'est les fameux codes de conduite que l'on transmet à nos prestataires pour les référencer dans nos workflows de fournisseurs. Voilà, donc c'est évidemment des choses qui sont de plus en plus faites et puis qui sont généralement remises à jour très régulièrement en fonction des politiques qui sont adressées dans l'entreprise. Et ces exigences, justement, est-ce qu'après vous avez eu des retours? Je pense à vos sondages, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti comme capital dans la réussite de votre politique? Est-ce que c'est quelque chose qui a permis de crédibiliser peut-être aussi votre démarche, pas de la crédibiliser parce que tout le reste a priori crédibilise votre démarche, mais de la renforcer encore? Est-ce que vous avez peut-être eu des indicateurs qui vous montraient que cette exigence envers les fournisseurs Alors, les indicateurs, alors je ne suis pas au service achat, donc je ne m'en occupe pas directement, mais voilà, mais en tout cas, c'est des choses que l'on met régulièrement à jour avec le service achat, hein, donc voilà, je sais, je suis au courant. Et puis même, nous avons aussi un engagement spécifique pour travailler avec des fournisseurs du domaine du secteur protégé et adapté, des achats de plus en plus responsables. Donc, c'est vraiment des actions qui sont importantes et qui vont se pérenniser dans l'entreprise de toute façon. Merci. J'ai une autre question qui est arrivée. Existe-t-il des outils et des aides publiques pour cette inclusion? Alvin? Outils et aides publiques, non. D'accord. Non, au sein de Pfizer, aide publique, non. Outils. Alors, certes, on travaille avec des associations. Un sujet qui me vient en tête tout de suite, c'est le sujet de l'orientation sexuelle. En France, il y a une formidable association qui s'appelle l'Autre Cercle. Nous sommes partenaires. La filiale France est partenaire. Elle a fait un travail remarquable, ne serait-ce que dans la filiale, avec une enquête en interne pour vraiment mesurer l'inclusion des collaborateurs et puis avoir un avis des autres collaborateurs sur cette question. Et il y a même l'ancien PDG de la filiale France qui a été reconnu en tant que rôle modèle. Donc, ce que je dirais sur ce sujet-là, c'est ce type de partenariat avec des associations comme celle-là. Je la cite, mais il y en a certainement d'autres sur d'autres sujets. Donc, a priori, pas forcément d'aide publique, mais par contre des acteurs publics qui peuvent aider. Pour les recrutements aussi, en ce moment, il y a des aides spécifiques pour les recrutements de jeunes issus des quartiers prioritaires de la ville, pour justement aider au développement économique. Voilà, Donc, il y a ce genre de choses qui existent de toute façon. Maintenant que vous en parlez. Après, la question, elle est financière, en effet. Alors, c'est vrai, d'aide publique, comme ça, spontanément, il n'y en a pas. Après, ce sont les différents dispositifs qu'on peut mettre en œuvre et qui permettent d'avoir des financements. C'est ce qu'on a fait avec le territoire, la région, les OPCO aussi qui nous aident. Tout à l'heure, je parlais du projet
d'insertion, des reconversions de publics éloignés de l'emploi. Bon, voilà, financièrement, c'était intéressant parce qu'on a bénéficié d'un certain nombre d'aides, de financement autour de tous ces projets qui convergent vers un intérêt d'emploi. Donc voilà. Mais après, il n'y a pas d'aide directe, ça c'est évident. Il y a aussi la défiscalisation sur tout ce qui est mécénat de compétences, mentorat, qu'on utilise aussi largement dans les entreprises, oui, voilà, qui nous permettent aussi de travailler toujours plus. C'est ça. Donc, il existe un grand nombre de dispositifs qui vous aident globalement à financer votre politique RSE, et en particulier, effectivement, au sujet du travail handicapé, effectivement, des quartiers prioritaires de la ville, soit dans le champ d'ailleurs des cotisations patronales, comme dans le champ, effectivement, de la fiscalité. Quand on cherche, on trouve, on peut trouver. C'est ça, pas forcément d'outils directs, mais beaucoup d'outils indirects. Parfois des outils directs, parfois des outils directs, c'est des choses qui sont parfois assez directes. Il faut trouver les bons interlocuteurs, parce que c'est vrai que c'est des sujets complexes. Il y a quelques associations avec lesquelles on travaille et qui nous aident et qui nous accompagnent sur des sujets qu'on méconnaît. Et on a besoin aussi d'eux pour nous aider à nous guider et à nous accompagner sur nos projets. Je suis navré, on me fait signe en régie que notre temps est écoulé. J'ai peur qu'on nous coupe l'accès net. Je vous remercie beaucoup pour toutes vos participations. Je vous remercie derrière votre écran pour votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez regarder les autres conférences en live qui arrivent juste après et qui aborderont d'autres thématiques RH.